Une banque incrachable? Est-ce possible? Si oui, comment? Plus que jamais, la perspective de crise financière systémique globale à répétition devient réelle. Lorsque la perte de confiance dans une banque se répand, les déposants, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises, etc., de cette banque retirent simultanément trop d'argent. Celle-ci n'a alors plus la possibilité de les rembourser et elle tombe en faillite. C'est ce qu'on appelle un bank run. Certes, il existe des garanties données par les États. Notamment au sein de l'Union européenne, en cas de faillite de banque, il existe une garantie des dépôts allant jusqu'à 100 000 € qui s'applique sur chaque compte détenu dans des banques différentes. Si cela devait se produire, ce sont les États qui interviennent financièrement à concurrence du plafond prévu par la loi. Toutefois, si c'est un ensemble de banques qui fait faillite pour des montants dès lors beaucoup trop élevés, les capacités des États seront dépassées, d'autant plus qu'ils sont généralement particulièrement fragilisés au niveau financier. La dette des États, souvenons-nous-en, a explosé en Occident. Par ailleurs, ils doivent déjà faire face à une situation économique devenant pas à pas de plus en plus catastrophique. Dans un tel cas, la crise devient systémique et c'est l'ensemble du système financier qui s'effondre, entraînant dans cette chute de domino celui de toute l'économie. C'est ce scénario cauchemardesque qu'il s'agit d'éviter, et ce de manière définitive, entre guillemets, sans devoir recourir constamment à des remèdes qui finissent par devenir pire que la maladie. Par exemple en injectant des sommes considérables dans le système bancaire, comme en 2008. Nombre d'analystes savent qu'avec notre système financier actuel, nous dansons en permanence sur un volcan qui à tout instant peut entrer dans une éruption dévastatrice. Ne croyez pas que ces crises sont une fatalité. Cela ne fera pas partie de la structure des banques que vous allez découvrir. Plutôt que porter notre regard sur les causes multiples qui peuvent conduire à des retraits massifs d'argent, je vais vous inviter à concentrer votre attention sur ce que nous pourrions appeler une mesure surprenante, qui permet avec certitude de garantir que le volcan n'explosera pas, pour la simple raison qu'il n'y a plus de volcan lorsque ce remède, entre guillemets, est clairement compris et ensuite mis en œuvre dans la pratique. Cette mesure étonnante est en réalité constituée d'un ensemble bien précis d'idées et de propositions opérationnelles tirées d'une observation des processus économiques eux-mêmes. Il s'agit donc d'un ensemble de mesures. Toutefois, attention, ces idées sortent complètement des habitudes de pensée. Prenons maintenant connaissance de la mesure numéro 1. Séparer la comptabilité des dépôts et retraits des déposants du bilan de leur banque. De quoi s'agit-il? Portons notre regard sur le bilan d'une banque présenté de manière extrêmement simplifiée et schématique. Pas besoin d'être spécialiste pour comprendre de quoi il s'agit. Dans ce tableau, à gauche, nous voyons dans la colonne Actifs comment une banque utilise l'argent qui est mis à sa disposition. Ce qui va nous intéresser en particulier dans ce tableau, c'est le passif. Dans ce tableau, c'est la colonne de droite, qui représente ce que la banque doit. Plus précisément, les comptes des déposants, c'est ce que la banque vous doit. En effet, chaque fois que vous déposez de l'argent à la banque, vous prêtez votre argent et la banque vous le doit. Toutefois, votre argent n'est déjà plus à la banque, du moins plus totalement à la banque. Prenons un exemple pour bien saisir de quoi il s'agit. Si vous prêtez 2 000 € à un ami, qui vous signe une reconnaissance de dette, vous disposez certes d'un document. Mais vous ne croirez pas que vous disposez encore de l'argent. En effet, l'argent est chez votre ami, et peut-être même chez un commerçant s'il a acheté quelque chose avec ce prêt.
Et si pour une raison ou l'autre il ne peut plus vous rembourser, vous ne reverrez plus votre argent. La banque, elle fonctionne aussi de la même façon. Avec l'argent que vous déposez, elle fait toutes sortes d'opérations, des prêts, des acquisitions, etc. Elle est toutefois tenue de conserver, en gros, environ 10% de ces sommes. Venons-en maintenant à la mesure anti-crash numéro 1. Imaginons que les comptes des déposants n'apparaissent dorénavant plus du tout au sein du passif de la banque. Imaginons que toutes les opérations des déposants, il ne s'agit en réalité pas seulement de dépôt d'argent, mais aussi de retrait, de virement, etc., soient comptabilisées en dehors du bilan de la banque. Nous aurions alors des comptabilités tout à fait distinctes. Celle de la banque, d'une part, celle des opérations sur les comptes des déposants, d'autre part. Cette idée est tout à fait révolutionnaire, car, comme le montre l'économiste franco-suisse Michel Laloux dans la séquence suivante, il va s'ensuivre mécaniquement l'impossibilité que la faillite de la banque entraîne la disparition de l'argent des déposants. Pour être plus précis, c'est tellement révolutionnaire qu'on ne parle plus de banque à proprement parler ici. Michel Laloux utilise d'ailleurs le terme d'institut de monnaie de paiement pour dénommer les organismes chargés de ce type d'opération comptable. Écoutons-le. Et donc, ça veut dire quoi pour l'institut de monnaie de paiement que l'on créerait sous cette forme, hein? Ça veut dire qu'en fait, il y aurait deux comptes. Hein, ou deux comptabilités si on veut. Hein. Il y a celle que vous voyez en bleu et celle qui est en verte. Hein. Celle qui est en bleu, c'est un bilan traditionnel d'une banque, sauf que vous voyez par rapport à la slide précédente, c'est que les fonds des déposants, les comptes des déposants n'apparaissent plus là-dedans. Et maintenant, dans ce qu'on voit à gauche, dans la partie bleue, ça a disparu. Où est-ce que c'est comptabilisé? Eh bien, c'est comptabilisé en dehors du bilan. C'est comptabilisé dans un compte à part qu'on peut appeler opération sur compte déposant. Et dans ces comptes déposants, on aurait au passif tous nos comptes, tout ce qu'on aurait déposé là comme argent, et à l'actif seraient enregistrés les virements et les retraits en espèces. Ce qui veut dire que la partie en vert est traitée hors bilan, elle n'est pas dans l'entreprise banque. Si l'entreprise banque fait faillite, que se passe-t-il avec la partie verte, avec cette comptabilité-là? Comme c'est de la comptabilité, supposez que votre expert, si vous êtes une entreprise, votre expert comptable parte à la retraite ou, pour une raison ou une autre, fasse faillite, qu'est-ce que vous allez faire? L'expert comptable va vous remettre sur une clé USB votre comptabilité. Et vous allez aller la mettre chez un autre expert comptable qui va gérer votre comptabilité. Votre comptabilité n'est pas absorbée dans la faillite de l'expert comptable. Et bien de la même façon, la partie verte, là, les opérations sur compte déposant, cette partie verte, elle n'est pas incluse dans la comptabilité de la banque. Si la banque fait faillite, eh bien, vous indiquez simplement à la banque où vous voulez, dans quel organisme de monnaie de paiement vous voulez que votre argent soit transféré, et elle va le faire. Elle transférera quoi? Elle transférera la comptabilité de votre compte, c'est tout. Mais la comptabilité de votre compte, c'est votre argent. C'est pas à part de votre argent. Ceci montre bien que la monnaie est totalement non seulement dématérialisée, mais qu'elle ne peut plus être considérée comme une marchandise, ce qui veut dire que la monnaie, elle est devenue quoi au fond? Elle est devenue un droit à consommer. Elle est devenue le droit d'aller acheter ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez et à qui vous voulez. Ce qui sont les quatre services que rend la monnaie. Si vous transférez ce droit d'une banque à l'autre,
Rien n'a changé par rapport à vos droits. Vos droits sont toujours les mêmes. Ce qui fait que ce qui représentait la partie verte de cette comptabilité hors bilan, en fait, ça veut dire que la banque rend un service, mais c'est un service d'enregistrement. Donc l'Institut, dans cette nouvelle forme de banque, hein, l'Institut de monnaie de paiement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement et elle se limite à ça. Elle enregistre simplement les entrées et les sorties sur le compte. Et en ce sens-là, elle n'a plus la possibilité d'entraîner vos comptes en cas de faillite. Donc c'est un changement considérable. Hein, et c'est le premier changement. Le deuxième changement important, c'est le fait que votre argent ne sert plus à l'économie financière. Il ne quitte pas votre compte. Il n'est pas utilisé pour autre chose. La banque n'a plus le droit d'intervenir. Elle se contente d'enregistrer, mais l'Institut de monnaie de paiement n'a plus le droit d'intervenir sur cet argent, sauf situation extrême, en cas où il y ait des doutes sur la provenance des fonds et le risque que c'est de l'argent sale qui arrive sur le compte. Et là, à ce moment-là, les autorités prudentielles de la Banque de France ou d'une autre banque centrale vous obligent à devoir intervenir pour bloquer le compte à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on ait fait la clarté sur la situation. Mais c'est le seul endroit où l'Institut de monnaie de paiement aurait la possibilité d'intervenir sur les comptes. S'il y a une séparation absolue entre les comptes des déposants pour les paiements et la consommation ordinaire, d'une part, et le bilan des organismes qui gèrent les paiements, d'autre part, ceci engendre toutes sortes de questions. Entre autres, si les banques ne peuvent plus compter du tout sur l'argent des déposants, dont elles ne font plus que faire des enregistrements comptables, comment vont-elles encore pouvoir répondre à toutes les demandes de prêts qui leur sont adressées? J'ouvre ici une petite parenthèse pour les connaisseurs. Même en 1933, à l'époque où le Glass-Steagall Act était institué aux États-Unis, les banques commerciales pouvaient utiliser l'argent des déposants pour faire des prêts, par contre pas pour acheter des actions. Ce type d'activité était réservé aux banques d'investissement. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'id des prêts et des emprunts? Nous aborderons cette question dans une capsule vidéo que j'ai appelée mesure numéro 3. Autre question encore, si les banques ne peuvent plus utiliser l'argent des déposants pour réaliser des opérations financières lucratives, comment vont-elles pouvoir se débrouiller pour vivre? Comment vont-elles financer leur fonctionnement? La capsule vidéo mesure numéro 4 permettra de faire toute la lumière sur cet enjeu essentiel. Autre question. L'argent ne serait-il que pure comptabilité, selon la conception qui vient de vous être présentée? Or, ne parle-t-on pas habituellement de dépôt d'argent auprès de sa banque? Sur quel principe de base est-on en droit de séparer ce qui est déposé dans la banque de ce dont dispose la banque elle-même? Attention, pour rappel, vous visionnez ici juste une ou plusieurs courtes capsules vidéo, qui sont autant de portes d'entrée pour approfondir des enjeux d'une extrême importance, mais denses et peu connus du public. Elles n'ont pas pour ambition de tout expliciter, c'est impossible en si peu de temps. En ce qui concerne les aspects monétaires et la notion d'argent, vous pourrez commencer à les approfondir en visionnant dans leur intégralité les rencontres civiliennes numéro 10 à 14 sur le site civilien.info. Quoique ces vidéos plus longues ne représentent elles-mêmes qu'une partie d'un ensemble d'observations et de concepts plus vastes, par exemple une conception complètement novatrice du financement des entreprises qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez déjà entendu ou lu à ce jour. Pour saisir ces idées de manière plus claire et détaillée encore, il existe un livre en langue française, Dépolluer l'économie, révolution dans la monnaie, tome 1,
traduits aussi en anglais dans une édition plus complète encore. Il suffit de taper leur titre dans un moteur de recherche pour pouvoir se les procurer. Si vous ne souhaitez pas aller aussi loin en profondeur à ce stade, je vous invite à visionner la prochaine courte vidéo qui constitue notre mesure numéro 2 dit anti-crash bancaire. Elle consiste à penser extrêmement clairement la nature de la monnaie et de l'argent, à comprendre en quoi nous pouvons dire qu'elle est devenue pure écriture comptable au cours des tout derniers siècles, et pourquoi elle n'est dès lors plus une marchandise stockable. Sans ce concept, il est tout simplement impossible pour la plupart des gens, intellectuellement parlant, d'envisager la séparation des comptes des déposants, des bilans des banques. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela en visionnant cette vidéo et vous serez surpris. En route pour la capsule vidéo, mesure numéro 2. Pour accéder aux capsules vidéo, abonnez-vous gratuitement via le site internet ou via la chaîne YouTube du Temps des Civiliens.